Hello, ici Stéphane Bonneau, bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport. J'ai le plaisir de recevoir le 30e invité en la personne de Sylvain Schuller, chef d'entreprise à la tête de la société Arelec. Né à Besançon, Sylvain arrive avec ses parents à Châteauroux, dans le quartier Saint-Jean. Un choc pour le petit garçon de campagne qui découvre ce qu'on appelait alors les quartiers HLM. Puis arrive le temps des études, du service militaire dans les chasseurs alpins et la conviction de vouloir rentrer rapidement dans la vie active. Première embauche chez Electra et première expérience dans le bâtiment où un patron inspirant lui donne des responsabilités. Il quittera cette société avec une volonté de travailler dans l'automatisme, sa formation première, au sein d'une scierie où ça ne se passe pas vraiment comme prévu. En 2003, c'est l'envie de se lancer qui va pousser Sylvain à créer Arelec en 2004, avec un salarié au bout d'un an et 18 aujourd'hui. On a évoqué la présidence d'un syndicat patronal, l'avenir de l'entreprise, les filières d'apprentissage, et on a parlé aussi de confinement, de foie gras, d'intégration, de train à prendre, et aussi de santé. C'est un bel épisode qui mêle l'amour du travail et l'amour de la vie. Allez, je vous embarque à la découverte de Sylvain Schuller, un chef d'entreprise qui a une âme d'artisan. Goodberry, c'est parti. Bienvenue Sylvain sur Goodberry. Merci. Alors c'est un podcast qui est centré sur le Berry. Néanmoins, Schuller, ça sonne plutôt alsacien plutôt que berrichon. C'est ça, c'est plutôt alsacien. Donc mes parents, donc on habitait, je suis bisontin exactement, je suis né à Besançon en 73, donc voilà, ça peut te donner un peu l'âge que j'ai. La mutation de mon papa a fait que la famille est arrivée en région centre, à Châteauroux. Il travaillait dans les compteurs Schlumberger et puis la fusion de Schlumberger l'a emmené sur Châteauroux, qui maintenant est une société qui fait de la pièce automobile, voilà, donc sans vouloir la nommer. Et puis voilà, naturellement, on est venu, on a fait nos études ici. Les études, la vie s'est installée tranquillement. Et au début, j'ai peiné à m'installer, enfin on a peiné à s'installer, parce que le Berry, comme on dit, on peine à se faire des amis, mais quand on s'en fait, ça reste des très très bons amis. Voilà. Moi, je suis plutôt issu de la montagne, hein. Je suis né vraiment dans un petit coin de l'Est, un petit village, et voilà. Très beau aussi, hein, et très très beaux endroits en France, mais le Berry reste mes attaches aujourd'hui, quoi. D'accord. Comment tu qualifierais ta jeunesse ? Plutôt perturbante, parce que on s'attache, on se fait des amis, naturellement, la vie se fait sur Besançon et sa région, donc montagneux, hein, des vrais hivers, voilà. Moi j'étais à côté, j'habitais à Itu, hein, pas loin de Mout, hein, on sait où il fait très très froid, voilà, en France. Radicalement, on change de secteur. On arrive dans le Berry, l'éducation se fait naturellement. J'étais pas forcément le premier de ma classe, mais je me suis tout doucement installé dans les études. J'y ai pris goût, métier technique, métier de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique. T'avais déjà ça en tête ? J'avais en tête le côté un peu construction, innovation, un peu même l'intelligence sur le milieu informatique. Alors moi, j'étais fan de l'informatique, donc le premier Amstrad, l'ordinateur qui commence à arriver dans la maison, les petits programmes, l'automatisme, ouais, c'est ça. Donc on a tous passé, eu les mêmes. Nos générations sont tous passées par là. Et puis les études me menant tranquillement sur des métiers plus techniques, hein, la norme, l'électricité, la conformité, une envie de faire du chauffage, de la climatisation, donc des spécifications assez poussées qui m'ont emmené après à m'installer tranquillement en sortant des études. Alors, j'ai baroudé, hein, j'étais à Argenton, j'ai lycée Châteauneuf, Blaise Pascal, on sort avec des diplômes. Ça se passe plutôt bien ? Ça se passe bien, ouais. J'avais bonnes notes. J'étais pas, comme je disais, j'étais pas le meilleur de la classe, mais j'ai des souvenirs de dessin industriel où j'avais des très très bonnes notes, automatisme, industriel, voilà, je m'en sortais bien. Puis on a envie de sortir de l'école, on a envie de travailler. Bizarrement, mes parents, quand ils sont installés sur Châteauroux, quand mon papa a eu sa mutation, on s'est installé au cœur de Châteauroux, au cœur du quartier Saint-Jean, rue Eugène Delacroix. Donc vous arrivez, un petit enfant de campagne, avec mon frère, on s'est installé en plein milieu du quartier Saint-Jean. Donc c'est radicalement ce qu'on s'imaginait pas. Donc on se fait des petits copains, des quartiers.
Et puis naturellement, on se met à travailler à l'école, on sort avec des diplômes et puis on se lance dans la vie active. On a envie de travailler tout de suite parce que on a envie de s'en sortir rapidement, de pas rentrer dans pas une délinquance, mais rentrer dans les roulards du quartier où on n'a pas envie de vivre ce que certains ont vécu. Voilà. Tu penses que ça a joué dans ta volonté d'être dans la vie active? Ouais, je pense que oui. Alors, bizarrement, il y a quelques années, avec le lycée Blaise Pascal, on avait fait des rencontres sur des jeunes étudiants qui étaient en difficulté et qui pensaient que d'être dans un quartier n'emmènerait pas les gens à la réussite et familiale et professionnelle, quoi. Donc, on leur expliquait que voilà, moi je suis sorti d'un quartier, j'ai eu mes études, j'ai repris des études après parce qu'on se rend compte qu'on est obligé de faire de l'alternance et reprendre des choses qu'on a besoin d'apprendre. Et on a toujours ce petit manque, mais on s'en rend compte tardivement dans certains métiers. Et puis on explique aux jeunes que c'est pas parce que vous êtes issu d'un quartier que vous n'avez pas le droit de réussir, vous n'avez pas le droit d'y arriver, quoi. Aujourd'hui, on en est la preuve. Quand j'ai créé la société Arelec en fin 2003, enfin début 2004, voilà, je m'imaginais déjà devenir mon petit patron, lancer ma société. Mais c'est preuve qu'on peut être issu d'un quartier, on peut être, je dirais, pas jeune délinquant, mais j'ai quand même traîné ma botte au milieu de Saint-Jean. Voilà, on n'était pas que des tendres non plus, quoi. Mais on s'est fait un caractère, et puis au fur et à mesure des années, on s'est installé dans Châteauroux. On a pris de l'assurance, et puis voilà, aujourd'hui, la réussite, elle vient aussi avec une réelle volonté. Mmh. Et durant ces années de scolarité ou d'éducation, il y a un conseil qui t'a le plus marqué, que ce soit de tes parents ou de tes profs? Alors les profs, dans les années où, alors peut-être moins qu'aujourd'hui, je dirais que les profs étaient quand même plus basés sur la réussite. Et alors aujourd'hui, on cible le diplôme sans forcément vouloir une réussite professionnelle. La compétence. Ouais. Alors on leur dit c'est le bac, c'est le BTS, tu iras en maîtrise ou tu iras faire un DUG ou une maîtrise, mais sans forcément s'intéresser sur la possibilité d'une carrière. Voilà. On voit quand même certains jeunes qui ont bien réussi en sortant de lycée de Blaise Pascal. On a eu la preuve avec Bolloré. Voilà, on connaît très bien le directeur qui était chez Bolloré, qui a une belle réussite en sortant de certaines milieux qui sont comme le quartier. Bizarrement, aujourd'hui, quand on a des stagiaires dans l'entreprise ou des apprentis, eux, ce qu'ils ciblent, c'est le diplôme. Alors qu'ils ne s'imaginent pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, on aura peut-être besoin d'eux plus sur une main-d'œuvre de qualité. Et voilà. Alors, je sais que tu étais très investi dans le syndicalisme patronal. Tu avais déjà petit cet intérêt d'être, représentant d'un ensemble ou d'être plutôt militant? Non, pas forcément, non. Alors, j'aimais bien être entouré de monde, entouré de personnes, et puis revendiquer un peu mes engagements. Voilà. C'est une preuve je le vois professionnellement, le fait de s'installer, de devenir chef d'entreprise, enfin artisan. Au départ, on se considère comme un petit artisan, un petit patron. Et on fédère, on a quelques collègues qui nous écoutent, et puis tout doucement, on rentre dans un syndicat patronal que j'ai représenté en tant que président pendant 6 ans, qui est la CAPEB de l'Indre, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Donc ça représente toutes les entreprises du bâtiment, et puis je me suis battu pour eux, sur les hausses de TVA, les augmentations de charges, la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît encore aujourd'hui et qui existe depuis toujours, parce que quand on regarde bien l'historique de la société, c'est 17 ans, on va sur la 18e année, on n'a jamais autant manqué de main-d'œuvre. Donc se battre pour ça, c'est aussi le revendiquer à nos parlementaires départementales, à nos élus, en leur disant que oui, c'est bien de sortir des jeunes, mais les former, c'est bien, et les conserver dans nos entreprises, c'est mieux. La CAPEB défend l'artisanat, elle défend les petits soucis que les entreprises vivent au quotidien. Donc moi, je me disais dès le départ, m'installer c'est bien, mais est-ce que derrière, si j'ai un souci, est-ce que je serai accompagné par quelqu'un? Et puis voilà, le premier organisme qui m'a ouvert les portes, c'était la CAPEB, et on s'est bien entendu tout de suite. Naturellement, je me suis installé dans le bureau, dans le conseil d'administration, et puis au bout de quelques années, on nous installe en tant que président. Mes pairs, comme on dit, votent pour leurs collègues, et voilà. Donc, mais ça s'est pas fait, je me voyais pas président d'une organisation professionnelle aussi vite. Alors c'est très très enrichissant.
Oui, j'imagine. Ouais, c'est très enrichissant, on fait des belles rencontres, on a la chance de pouvoir parlementer, on a la chance de pouvoir aller à des réunions préfecture, conseil départemental, régional, et puis on fait de belles rencontres, hein, ce qui est toujours le cas, hein, ça laisse des traces. Ok. Avant de lancer ta boîte, ton parcours professionnel, c'est lequel ? Donc je sors des études, hein, je pars à l'armée, naturellement. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien, copain. Je repars alors. Vous faites vos 3 jours à Blois, donc ça se passe pas forcément bien. Vous faites quoi ? Je fais du sport. J'étais en train de passer. Comme j'ai pratiqué longtemps de la boxe française dans le quartier, et puis je préparais le monitorat pour avoir le diplôme. Et puis, naturellement, on nous dit « Oui, mais vous faites du sport ?» Oui, je leur explique que je suis né à Besançon, que je skie régulièrement. Et ce qui se passe, c'est qu'on m'envoie directement à Val d'Aon, en pleine montagne, dans la division d'infanterie de montagne. Donc, je deviens chasseur alpin, quoi, naturellement. Génial. Voilà. Donc, beaucoup de sport, beaucoup de choses sympathiques. On apprend plein de choses. L'armée, c'est pour moi, c'était une bêtise de l'arrêter. Après, ça reste que mon opinion. Qu'est-ce que tu as appris ? La rigueur, le respect, la hiérarchie. Hein. On apprend que en France, on a quand même un système où on a toujours un chef au-dessus de soi et on respecte. Ça, je pense que mes parents me l'ont bien appris. Mais quand on sort des études, le côté un peu fin d'adolescence, début d'adulte, il y a des choses qui sont avec des règles à mettre en place et l'armée y joue beaucoup. Voilà, on avait des têtes brûlées, comme on dit, qui étaient là et l'armée leur a fait vraiment du bien. Voilà. Pourtant, quand ils ont arrêté le service militaire, c'était en grande partie parce qu'on voulait que les jeunes intègrent tout de suite le marché de l'emploi, tu vois ? Oui. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur, oui et non. Alors, certains justifiant de certains diplômes et pouvant, ils étaient un peu. Enfin, on entendait que certains pouvaient être exemptés, certains pouvaient rentrer réduire la période militaire. Mais certains, on en a vu certains qui ont passé des permis poids lourds, qui sont sortis avec des formations. Avec des formations, ouais, c'est ça, ouais. Et puis on vous propose à la fin de votre service, hein, ça vous dit pas de rester chez nous parce que vous faites des choses qui nous correspondent, vous rentrez bien dans le moule et moi l'envie c'était vraiment de repartir dans le monde du travail. J'avais envie de travailler, donc naturellement je sors, je rentre dans une entreprise à Châteauroux qui était l'entreprise Electra, donc une SCOP, une société coopérative. Okay. Donc le côté un peu coopératif. Électricité, ouais. C'était Monsieur Bragui, le chef d'entreprise, hein, qui avait la SL2E à Luan et puis la partie Electra Châteauroux. Tu te souviens des premières semaines Ah ouais, je me souviens très bien. Ouais. L'accueil était le monde du bâtiment. Alors moi, ma formation, elle est plutôt industrielle, automatisme, programmation, l'intelligence. Ouais. Voilà. Donc le bâtiment, on a un peu survolé ça dans les études et puis tout de suite, le bâtiment nous plaît, on fait des beaux chantiers, la médiathèque, je passe d'un chantier à un autre chantier, des beaux bâtiments. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus ? Alors, je suis bien accueilli. Je suis accueilli par des compagnons, un qui a fait un peu de compagnonnage, un qui a fait un peu le tour de France, qui a une expérience et on boit un peu ses paroles quand on est tout jeune, on apprend plein de choses et on a l'impression que de semaine en semaine, on évolue de jour en jour. Ouais. J'ai la chance d'être dans cette entreprise avec un super patron, hein, je ne saurais jamais autant le remercier, qui nous donne tout de suite des responsabilités. Donc, tiens, voilà ton chantier, démarre-le. Alors, vous sortez il y a peu de temps, vous commencez des apparts, des maisons, des résidences, et il vous met tout de suite dans le bain en vous disant, allez, go, petit jeune. Cette envie de vite progresser, elle se fait naturellement. Tu fais des conneries au début ? Oui, on fait tous des conneries en même temps. Je crois qu'il n'en a pas fait. Enfin, on fait des boulettes, on a des contrôleurs qui viennent, qui nous disent non, là c'est pas bon, la norme c'est pas ça, et vous corrigez naturellement. Et puis les années passent, on devient de plus en plus responsable, et à un moment on se dit l'industriel me manque, le côté automatisme. J'ai déjà la capacité d'être responsable d'une équipe, de mener un peu mes chantiers. Voilà, donc je quitte mon employeur et je rentre dans une scierie où je m'occupe d'un service de maintenance, d'automatisme, et
ça se passe pas forcément comme je l'imagine. C'est beaucoup d'heures, beaucoup d'astreintes, beaucoup de choses où je suis pas forcément récompensé par rapport à ce que je fais et ce que je mets en valeur à la société. C'est le management qui est défaillant, tu penses ? Ouais, je pense que vous êtes un mouton, on vous fait travailler, vous avez beau avoir des responsabilités. Voilà, je remplace quelqu'un qui venait de décéder sur le site, hein, donc grave accident, manque de sécurité sur ce site. Tout est à remettre en place dans cette société et ça se passe pas forcément comme je l'imaginais dans le monde industriel, plutôt les mains liées sans forcément avoir ce que je voulais faire du monde industriel. Et puis l'envie de m'installer se fait dans l'année 2003 avec un coup de gueule avec la patronne, hein, qui gérait cette grosse scierie. Et puis voilà, naturellement, Arelec démarre. Le diminutif de artisan électricien, voilà. Et en plus, j'habite Arthon, donc art comme Arthon. Je voulais un nom d'entreprise qui soit en haut de l'alphabet. Car quand vous ouvrez les pages jaunes ou quand vous cherchez une société, le premier qui sort, c'est A. Hein, on est bien tous d'accord. Alors voilà, après, le chemin, il se fait naturellement. La société a démarré en 2004. Ça démarre très très rapidement. Parce qu'on s'est fait des relations, on nous connaît, enfin on me connaît parce que voilà, le fait que j'ai travaillé pour Monsieur Bragui, on nous dit voilà, sans forcément vouloir prendre la clientèle de mon ancien patron. Quand je suis parti, j'ai toujours ce souvenir quand je lui annonce mon départ. La première chose qu'il me dit, c'est tu t'installes ? Et je lui dis non. Ah il me dit j'étais sûr que tu allais t'installer. J'étais comme flatté de me dire, tiens, voilà, il pense que j'ai la capacité de m'installer. Et on s'est rencontrés beaucoup de fois après, hein, sur des repas, parce qu'on a cette chance, nous, l'artisanat, qu'on fait des repas avec tous les chefs d'entreprise, on se regroupe des années. Même si on est des confrères, on restera des collègues, quoi. Il a toujours été très fier de ma réussite. Hein. Dès que tu t'installes, t'as pas peur ? Ah si, on a tous peur. Hein, toutes les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont la crainte de est-ce que ça va marcher vous traînez quand même votre famille, vous savez pas où vous allez, ça reste un peu flou. Voilà. Tu te lances tout seul, sans salarié ? Je me lance tout seul, voilà. Et puis au bout de quelques mois, on n'en peut plus. Donc le cap est très très dur. Quand tu dis j'en peux plus, c'est-à-dire que c'est des heures de travail ? C'est des heures de travail, c'est de l'inquiétude, et puis vous vous rendez compte que travailler tout seul, passer des câbles, des tuyaux, des gaines, faire les rendez-vous le soir, même si j'ai toujours été soutenu au point de vue administratif, parce que j'ai eu cette chance-là dans la famille où j'ai toujours été bien accompagné, mais cela n'empêche qu'il faut quand même aller chercher du travail. Il faut être sur les chantiers. Donc les journées, vous savez, la journée, comme on dit, une journée d'artisan, c'est comme disait Coluche, hein, je suis à mi-temps, je travaille que 12 heures par jour. Hein, donc j'ai beau commencer à 6h ou 7h le matin, à 17h le soir, je rentre du travail et je me mets sur l'administratif. Hein. Et ça, t'avais pas conscience de ça avant de commencer ? Alors j'avais pas conscience forcément de ça, mais je me disais en même temps où j'étais chez mon prédécesseur, enfin dans la Syrie où j'étais avant, je faisais de très très grosses journées, des astreintes, je partais le week-end, je travaillais des heures et des heures, les étés c'était juste fou le nombre d'heures qu'on pouvait faire. Alors je me disais je fais beaucoup sans forcément de reconnaissance, et si je le faisais pour moi, est-ce que je l'aurais pour moi ? Et au final c'était gagnant parce que on fait des heures mais on les fait pour soi et on sait pour qui on se bat, quoi. Arelec s'installe, un salarié à peine au bout d'un an, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et aujourd'hui avec la structure, c'est 18 salariés, c'est quelques intérims, un peu de sous-traitance quand on a besoin de confrères. Là. À 18, tu passes quand même du statut d'artisan au statut de chef d'entreprise quand même. Oui. Quel est ton mode de management, toi, des équipes ? J'ai de l'exigence dans le travail. J'aime que le travail soit bien fait. J'ai toujours eu cette idée de me dire que quand le client est content, il revient. Et il faut beaucoup de délicatesse avec ses collaborateurs en leur disant, pour pas les froisser, mais en leur disant, voilà les gars, c'est bien ce que vous faites. Le management, il se fait naturellement. Alors, il se fait pas pareil aujourd'hui avec 18 gars qu'avec 1 ou 2 gars. Voilà. J'essaie de garder un peu l'idée du chef d'entreprise plutôt cool. Le gars il me prévient, voilà, je suis pas là, j'ai besoin de ma journée là, je suis absent. Je suis pas à cheval
sur la présence ou l'absence. Voilà. Ce que je veux, c'est que le travail il soit fait en temps et en heure. Certains me disent voilà, mais j'ai besoin de mon mercredi. Par contre, je le compléterai le samedi matin ou je viendrai ou je ferai une petite heure le soir de plus. Voilà. On est régi par le code du travail, c'est 35 heures. Quand il y a quelques heures supplémentaires, voilà, je suis pas. Je fais pas trop attention. Voilà, les gars le disent souvent, t'es correct, tu nous payes nos heures supplémentaires, mais en même temps, on n'est pas comme des designers ou des webmasters où les horaires sont plutôt souples. Nous, on est quand même régi par le matin, les équipes m'embauchent à 8 heures, et voilà, quand le rendez-vous il est pris, il est pris. On n'a pas cette souplesse-là, c'est bien dommage. Mais en même temps, si on a autant de réussite aujourd'hui, et si pourquoi Arelec existe toujours autant avec autant de personnel, c'est que tous les compagnons qui passent chez nous essaient de rester chez nous. Là, dernièrement, on a eu un intérim qui est parti chez un de mes confrères parce que voilà, on peut pas. Il y a des moments, c'est pour ça que l'intérim existe. Voilà, j'ai vu que ce petit jeune était un peu déçu en se disant ouais, c'est vraiment bien chez vous parce qu'on a roulé notre boss ailleurs et au final, Alex, c'est comme sympa, il y a une belle ambiance. Bon, on le voit dans l'accueil des salariés, il y a toujours ce qu'il faut le matin. On boit le café ensemble. Voilà, quelques années, on partait tous ensemble sur un long week-end, ensemble à la mer, pas à la mer, mais à la montagne. Souvent, on louait un gîte et on partait avec les femmes. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir emmener toutes mes équipes à Cuba. Le challenge était, on part ensemble. Ça crée des liens, ça permet de s'expliquer un peu plus hors du travail, voilà, dans le contexte qu'on voit aujourd'hui où le patron, c'est pas tout pour lui, c'est aussi... moi, je suis dans le partage, hein. Je suis très proche de mes gars et en fin d'année, s'il y a suffisamment assez pour faire vivre la société et bien les récompenser, je suis quelqu'un qui récompense, je pense, gracieusement mes équipes. Hein. Parce que même certaines de mes équipes le disent souvent, tu es assez généreux parce qu'ils nous équipent bien. Quand tu as besoin, on change les camions quand on peut. Ils sont bien équipés. Et puis, le salaire, il joue beaucoup. Hein. C'est 18 personnes, toi tu les manages en direct? On a du personnel administratif. Hein. J'ai la chance d'avoir ma femme au bureau avec moi, hein, qui est mon assistante de direction. Et j'ai 2 collaboratrices qui s'occupent de tout ce qui est facturation, appel rentrant, un peu de planification. Et j'ai un bras droit, j'ai Stéphane, que j'ai embauché il y a 3 ans, hein, que je connaissais depuis très très longtemps, qui gère aussi les équipes, planning, les commandes de matériel, qui fait du chiffrage avec moi aussi également. Et puis on a l'idée de recruter quelqu'un pour faire vraiment 2 gros pôles, un pôle vraiment plomberie chauffage et un pôle électricité tertiaire industrielle et puis bâtiment. D'accord. T'as des réunions d'équipe, choses comme ça? On essaie de se voir régulièrement avec les équipes, faire le point sur les avancements. On essaie de se voir toutes les semaines pour voir quelles sont les vraies problématiques. Alors on perce l'abcès sur chaque chantier de ce qui ne va pas. On n'attend pas la semaine suivante. Un problème est sur le chantier, on essaie de le résoudre le jour même ou trouver la solution. Voilà. Tu te déplaces aussi régulièrement? Ouais. Alors je suis toujours, alors peut-être un peu moins, si certains de mes collaborateurs me disent souvent, alors j'ai eu ces échos il y a quelques années, hein, on ne te voit plus. Ben oui, alors pour ne plus me voir, c'est-à-dire que j'avais tellement de charges administratives et puis la gestion du personnel au quotidien, recruter, chercher du travail, chiffrer, ça faisait que je les voyais un peu moins. On se voit le matin, j'allais peut-être un peu moins les voir sur les sites où j'allais à la fin voir réceptionner les chantiers. C'est pour ça que naturellement j'ai dû me structurer au bureau, d'avoir un bras droit et d'avoir un vrai compagnon. Et là on se rend compte qu'on est à la limite d'un autre pour pouvoir scinder en deux vraiment les pôles qu'on réalise, quoi. Au point de vue management, voilà. Ils sont aussi cool que je suis cool avec eux. Voilà. Par contre, il y a de la rigueur. S'il y a des choses qui ne vont pas, je leur dis tout de suite, quoi. Voilà. D'accord. Mais on fait on a toujours le barbecue l'été, les grosses raclettes parties, ou le barbecue l'hiver. Enfin voilà, on trouve toujours quelque chose. Et tu penses que ça participe au fait qu'il y ait une rétention des gens, que les gens s'en vont pas? Oui, parce que quand je parle avec mes équipes, ils me disent souvent, voilà, on n'a pas connu ça ailleurs, quoi. Côté un peu familial, le côté où on peut parler de tout. Moi, ils se gênent pas quand on fait une journée barbecue, l'été ou printemps. C'est un peu moi le cuisinier, quoi. C'est chef, j'ai faim, ou voilà. On met tous la main à la pâte. Il y a pas d'échelon. C'est le patron, mais aujourd'hui c'est pas le patron. C'est celui où on va discuter de tout. Il te vous voit ou il te tutoie? Alors, les dernières générations de jeunes ont tendance à me vouvoyer ou m'appeler Monsieur Sylvain. Voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà, ça me dérange pas. Le tutoiement me dérange pas. Il me dérange plus en présence de clients. Voilà.
Ok. Voilà. Ils essaient souvent de dire, vous voyez, avec mon chef, et voilà, ils savent qu'il y a une distance à avoir. Mais autrement, non, on se tutoie. On est encore dans le tutoiement. J'espère qu'on va le garder. Voilà, on n'est pas trop. Et puis, le vouvoiement, j'ai peur qu'il nous crée encore une distance. Et je ne veux pas de ça. D'accord. Ok. Quels sont les ratios économiques, toi, que tu regardes toujours? Alors, il y a deux systèmes. Il y a celui où on achète et comment on l'achète, et celui où comment on revend. Je dirais qu'aujourd'hui, l'économie d'aujourd'hui est plutôt un mauvais moment. On est dans une mauvaise période de l'économie aujourd'hui en France. Hein, c'est que alors, soit sur les marchés européens, on achète très très mal. C'est-à-dire trop cher? Trop cher. On est dans une bulle économique où tous les prix augmentent à des cadences qui sont difficilement supportables. Est-ce qu'on n'a pas su anticiper la relance économique, et aujourd'hui on a les deux gros, la Chine et puis les États-Unis qui absorbent un peu toute notre matière? Je suis assez sceptique à ce sujet-là. Je me dis, est-ce que c'est pas la perte financière que nos industriels ont eue qui nous punissent aujourd'hui sur cette matière première? Parce qu'on entend tout aujourd'hui d'industriels en disant, nous on a la matière première, mais il nous manque des composants. Est-ce qu'ils ne gèrent pas leur stock en disant, on fait un peu monter les prix et puis on va récupérer la perte des années Covid? Où je m'interroge, c'est qu'on nous dit, voilà, alors là aujourd'hui, monsieur Schuller, votre chaudière, on l'a pas. Et puis une semaine après, ah ben on vous la livre. Ça, c'est quand même surprenant, quoi. Ils l'ont pas, c'est qu'elle n'est pas fabriquée, on peut pas nous la livrer. Les pompes à chaleur, c'est pareil. La matière première de fil, de gaine, d'appareillage, on nous dit il n'y a pas. Et d'un seul coup, hop, on sort du chapeau des quantités de 60 ou 100 tableaux électriques. Tu penses qu'on gère la rareté pour augmenter les prix? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Après, on sait qu'il y a des composants électroniques, on subit. Hein. On le subit aujourd'hui. On a quelques produits, interphonie, caméra, baies de brassage, tout ce qui est produit à base de composants. On sait qu'on a des pénuries. Voilà. C'est pas une surprise. Mais qu'on joue sur tous nos produits, toutes nos matières, j'ai l'impression qu'on est bien dans cette sphère économique, et dans cette grosse bulle-là, et on joue avec nos tarifs. Alors, nous, on travaille sur des appels d'offres. Hein. Quand on a une société comme on a aujourd'hui, on travaille sur du long terme. Hein. On fait des chiffrages. Voilà. Quand un client vient nous voir, monsieur, je veux monter ma maison, ou j'ai un projet de faire une usine ou un magasin. Ben voilà, on ne travaille pas sur l'instant T, quoi. Donc, c'est difficile de dire à un client, on va réactualiser votre devis avec un tarif différent, et lui mettre 5-6%, 7%. Donc c'est toi qui prends en charge le différentiel? Ah ouais. Aujourd'hui, on ne le ressent pas parce que la relance économique, elle est là, elle existe aujourd'hui. On le voit, on l'a vu avec l'année Covid, c'était notre plus grosse année, l'année Covid. Les gens, voilà, ils ont été chez eux, ils se sont rendus compte qu'il fallait améliorer leur maison, changer leur chauffage. Tu vois, il a fait chaud, il faut qu'on climatise. Tu vois, là, ça serait bien d'agrandir. Pourquoi pas faire une véranda ou une pièce supplémentaire? Parce que le télétravail, le confort s'installe un peu plus chez soi. On a moins dépensé. On s'est rendu compte que les gens, la peur de mourir, l'argent qui dort sur les comptes, pourquoi pas dépenser, pourquoi pas se faire plaisir. Des projets où le panier moyen était de 5 6 000, 7 000, aujourd'hui il est plutôt de 10 15 000 euros. Donc des projets qui sont très très beaux, très intéressants, de la valeur ajoutée sur des produits qu'on n'avait pas il y a quelques années, quoi. Donc la proportion du particulier est plus importante aujourd'hui. Ouais. Mais énormément, le particulier tape beaucoup plus à la porte. Il a moins voyagé, il a moins dépensé. Donc aujourd'hui, il se fait un peu plus plaisir, quoi. Et puis il voit que chez son voisin, on a travaillé, et pourquoi pas lui. Et donc ils se font plaisir, les gens. Il n'y a jamais eu d'aussi beaux projets sur notre territoire. Enfin, globalement, sur le territoire français, l'artisanat aujourd'hui ne se plaint pas. Voilà. Les dernières réunions qu'on a fait avec les organisations pro, c'est ce que je disais, c'est plus de la main-d'œuvre, des petites mains qu'il nous faut, parce que l'économie repart, mais la main-d'œuvre n'est pas là. Mais c'est gagnant, quoi. Les entreprises ont tous du boulot, quoi. Super. Je voulais qu'on revienne sur un sujet. Quand tu passes de 1 salarié à 18, j'imagine que tu as un peu d'expérience de recrutement. Alors j'ai essayé des méthodes où je posais des questions très très techniques. J'avais l'impression d'étouffer la personne que je recevais. Et au final, maintenant, je vais sur son expérience. Alors moi, je donne la chance aux débutants. Voilà. Je me suis dit toujours, moi, quand j'ai commencé, mon patron, il m'a fait confiance et je débutais. Et je donne la chance vraiment aux débutants. Alors, c'est difficile de recruter aujourd'hui parce qu'on n'a pas la matière en face. On n'a pas les gens motivés.
on les a tellement mis sous perfusion en France à les aider à ne pas travailler ou à quitter un peu nos métiers qui étaient une voie de garage. On a souvent dit le bâtiment, oh là là, le bâtiment c'est la voie de garage, c'est les gens qui ont mal réussi. Alors qu'aujourd'hui, moi je le revendique depuis tout le temps, hein, c'est des salaires qui sont confortables, les gens vivent bien. La pénibilité elle existe encore, mais elle est quand même assez réduite. On a des produits, des matières, on a des choses qui nous permettent de travailler quand même plus facilement. Mais on a toujours ce manque de main-d'œuvre qui existe toujours. Alors, quand on recrute, je joue beaucoup sur la motivation. La première des choses, c'est s'il est motivé, il aura envie de s'en sortir. Comment tu le détectes ? On l'essaye. On voit tout de suite. Alors, on en a passé. Ça, globalement, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. On en a passé certains qui étaient très très motivés et puis passant les semaines tranquillement, ils se laissaient un peu vivre, se laissaient un peu sur eux et puis on en a certains qu'on a recrutés. Alors je sais pas si c'est la chance, mais moi j'invite certains de mes collègues à le faire. C'est d'être correcteur dans les lycées, c'est se rapprocher des organisations de centres de formation comme le CFA, d'avoir des contacts un peu dans ce milieu-là, parce que vous prenez le Greta qui est à Blaise Pascal, où ils sortent vraiment des jeunes adultes qui changent de voie complètement. On le voit aujourd'hui, c'est très tendance. C'est le cadre qui veut devenir plombier. Changement radicalement de voie professionnelle. Donc ces gens-là sont très très motivés. On les retrouve sur le marché aujourd'hui, mais il faut aller les chercher, il faut aller les contrôler, il faut voir comment ça se passe dans leur formation. On les accueille chez nous en stage. Et puis ceux qui sortent du lot, on leur dit, on sait très bien que dans 3-4 mois tu vas être dispo, viens nous voir, quoi. Voilà. Et puis j'en ai un qui est l'exemple dans la société, qui est Pascal, qui n'est pas électricien, qui était maçon, et puis un soir, je sors du salon de l'habitat, je vais voir un client qui avait une question sur sa pompe à chaleur. Je rencontre Pascal qui était là et qui dit moi je n'ai pas de boulot, monsieur, je galère, quoi. Et puis depuis il est chez nous. Il a tout appris, on lui a tout appris, on l'a formé, on lui a fait passer toutes ses habilitations, c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Alors il y a ceux aussi qui sont passés chez nous, qui sont partis, qui ont fait leur apprentissage, qui sont partis, puis qui reviennent, parce qu'en fin de compte c'est bien, cher Alec, parce que la société n'était pas si mal, on refait des copains, on se rend compte que j'ai peut-être pris la mauvaise direction. Donc, puis il y a ceux qui... Moi je dis souvent, la société c'est comme dans notre vie, on monte dans un train. On est tous dans le même train, dans le même wagon. En face, on a une locomotive qui est le chef d'entreprise, qui tire tout le monde. Mais on a besoin d'eux comme eux, ils ont besoin de moi. Parce que je lis souvent à un client, je dis, vous savez, moi, ma réussite, elle est grâce à mes salariés. Mais mes salariés ne sont rien si je ne suis pas là. Si je ne leur ramène pas, si j'abonde pas vraiment en travail, elle n'a plus lieu d'exister. Très, très reconnaissant de mes équipes. Et alors, il y a ceux qui montent dans le train, puis qui nous poursuivent et qui iront jusqu'à la fin avec nous. Et il y a ceux qui quittent le train, puis qui remontent avec nous. C'est un peu comme dans la vie, vous savez. Il y a ceux les amis, il y a ceux qui arrivent, qui restent nos amis, ceux qui partent. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a ceux qui se disent, en fin de compte, l'herbe, elle n'est pas si verte ailleurs. Je vais peut-être rester tout compte fait. Moi, j'attache beaucoup d'importance à qu'est-ce qui va rester le jour où je me dirai, tiens, c'est bon, j'ai fini, ou je pense que c'est le moment que j'arrête. Alors, j'ai pas envie d'arrêter, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était une coopérative. Donc, quand on est dans une SCOP, on travaille tous pour soi. On a l'impression d'être tous un peu patrons de soi, de sa société. Et c'est des choses que je pense en me disant, et pourquoi pas créer une SCOP, et pourquoi pas donner des actions à mes salariés, pourquoi pas les motiver à que cette société reste. Voilà. Et toujours dans l'idée de sa création, c'est la poursuite d'une société qui existe, quoi. Voilà. Je pense que on peut pas dire du jour au lendemain, c'est bien, on a une société, demain on vient taper à la porte et on la laisse comme ça à n'importe qui. Moi, j'ai vu tellement de sociétés sur le territoire rachetées par des banquiers, des financiers qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'est vraiment terrible, ça. Alors que moi j'ai besoin de mes gars, ils ont besoin de moi, mais je pense un jour à me dire, voilà, est-ce qu'il faudrait pas les intéresser à cette société et comment, voilà. Tu penses déjà au moment où tu feras le bascule ? Je pense pas encore, mais le fait de créer 2 pôles, pourquoi pas intéresser certains de la société, ça fera partie des discussions que j'aurai peut-être dans quelques temps avec mes collaborateurs en me disant, voilà les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste ? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on pourrait mettre en place pour cette société ? Parce que
Aujourd'hui, elle prend du volume et on en prend de plus en plus chaque année parce que je m'étais dit il y a quelques années, je dépasserai pas les 7-8 salariés. Oh non, le cap de 10, non, non. Puis après, non, le cap de 11, 12, non, non. Puis là, voilà, quand on voit que cet été, on était plus de 20, quand on voit le matin tous ces camions, toutes ces équipes qui partent, alors c'est une fierté, hein. Moi, je suis fier de voir mes équipes aller travailler, de me dire, je suis content de donner du travail à des équipes, à des gens qui ont besoin de travailler, parce qu'on parle de l'économie, mais on parle aussi de ce que nous, on donne à des familles, quoi. Tu penses que l'entreprise a une vocation sociale aussi ? Oui. Oui, complètement. De toute façon, on fait beaucoup de social dans une entreprise. Hein. En même temps, on est très proche de nos salariés, mais on a une vocation sociale complètement. Ouais. Et ça, tu l'avais en tête avant d'être patron ? Ouais, ça, je l'ai toujours eu, ça. Alors, je pense que j'ai eu la chance de rentrer dans une société où on s'intéressait à l'humain, on s'intéressait à la personne. On n'était pas qu'un numéro. J'étais pas dans une multinationale où vous êtes un matricule et voilà votre chantier, voilà ce que vous avez à faire, voilà votre mission avec une fiche de poste. Non, on prenait soin de nous, on était à l'écoute de nous et je dis pas mes salariés, la porte est ouverte, venez me voir tout le temps parce que oui, ça serait infernal. Ça serait infernal. Vous en avez un qui va vous dire ouais, mais j'ai oublié d'acheter le pain ce matin, chef, faut que j'y retourne. Non, enfin, je déconne, mais on essaie de passer par le chef quand il y a des choses qui sont à voir. Mais moi, comme je suis très très proche d'eux, être à l'écoute de ces équipes, c'est très très important aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui manque dans certaines sociétés. Hein. Il y a trop de chefs entre la direction et la personne, et souvent de fois, ça crée des freins. Parce que faut pas blesser un autre, non, vous vous rendez compte, ça va désorganiser la société. Oui, mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est plus difficile de se restructurer. Je pense c'est plus le côté humain que le côté organisation. Voilà. Ouais. Est-ce que je vais trouver les bonnes équipes et est-ce qu'on va tous s'entendre ? Parce que l'être humain étant différent, est-ce que tout le monde va pouvoir s'entendre dans une société comme ça ? Alors certains ont eu peur, hein. Puis il y en a encore qui se disent oh là là, tout ça, tous ces camions, tout ce personnel, tout ce matériel, on voit ne serait-ce que par le bâtiment qu'on a acheté il y a quelques années, on est obligé de pousser les murs parce qu'on n'a pas de place. T'as des petits trucs quand tu intègres un nouveau ? Déjà l'accueil, hein, on essaie de le présenter aux équipes. Alors c'est pas toujours bien orchestré. Le truc que j'essaie de faire, c'est de prévenir les équipes. On a une nouvelle recrue qui arrive, ou je suis en train de me rapprocher de quelqu'un, ou j'envisage ou vous avez vu, je sais pas, Pierre, Paul, Jacques, il y a quelques jours, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai déjà en tête que je vais l'embaucher. D'accord. Ah, t'as quand même un retour des équipes sur... Ouais. Et j'essaie de savoir, ou alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne qui a travaillé à tel endroit ? Ah oui, très bien, voilà. Ou, ah oui, il est sur le marché, je l'ai eu, j'ai eu des intérims, hein, et j'en ai encore quelques-uns de temps en temps, qui nous disent, cette personne-là, je l'ai eu dans tel endroit, quelqu'un de fiable. Alors, j'aime bien présenter mes équipes aux autres équipes, quoi. Présenter un nouveau entrant, c'est pas toujours facile parce que, comme je dis, hein, on est tous différents et il y a certains, ah non, lui je l'ai connu, c'est compliqué, et au final ça devient un très bon compagnon parce qu'il était très mal accompagné avant, quoi. Ouais. Mais on n'a pas de miracle, hein. Et quand on en a un, j'ai envie de vous dire, c'est de le garder, hein. Tu bosses beaucoup, mais est-ce que tu as des trucs, toi, pour déconnecter un peu de cette vie à 100 à l'heure là ? Ah oui, ma famille. Ouais, alors j'ai beaucoup plus de recul parce que j'ai eu des petits problèmes de santé cet été, hein. J'ai dû aller faire j'avais eu des problèmes cardiaques, donc ça m'a emmené à la clinique du cœur à Tours, et voilà. Et tu penses que c'est dû à l'activité professionnelle ? Je pense que c'est dû à l'activité professionnelle. Alors après, il y a l'effet anxiogène du Covid qui était là, savoir comment. Alors que c'est assez contradictoire parce qu'on n'avait jamais eu autant de boulot. Ouais. Mais il y a cette crainte de tout, la crainte qu'un de mes collaborateurs soit malade ou gravement malade ou pire, hein. Ça peut, il y a la peur, il y a cette peur c'est assez anxiogène quand même. T'as eu des cas de Covid ? Ouais, j'en ai eu un. Ouais. J'en ai eu deux exactement. J'ai eu un plus ancien, Benoît, qui était vraiment vraiment malade, quoi. Vraiment perte du goût, problème respiratoire. Et après, j'en ai un qui était Covid, mais bon, plus jeune, donc moins de symptômes, voilà. Moi, je m'inquiétais pour lui, je l'appelais presque tous les jours pour savoir comment que ça allait, parce que on est assez familial, on essaie de faire attention à nos équipes, hein. Après, voilà, gestes barrières, masques, gel, tu vois, on a des gels partout. Sur tout le site de notre société, on fait très attention.
Je dirais, le Covid a été assez anxiogène par rapport à nous et à notre organisation. La distanciation, vous faites attention à tout. Le café, on fait des choses qu'on ne faisait plus. Quel était ton discours, toi, par rapport aux équipes, par rapport à ça? Alors mon discours, il était tout de suite déjà à l'appel, quand il y a eu le discours du gouvernement sur l'arrêt, le jour même, je convoquais toutes mes entreprises et je les arrêtais le mardi midi. Je me suis dit, les gars, on stoppe. Ouais, t'as stoppé tout de suite? Tout de suite, ouais. On était assez solidaires de ce qui se passait. On a redémarré aussitôt, nous. Une semaine après, on était déjà sur... parce que l'économie s'arrête, tout s'arrête. Sauf que quand vous êtes chez vous, le chauffe-eau tombe en panne, la chaudière tombe en panne, les problèmes électriques. On a un marché sur Châteauroux pour un bailleur où tout le monde se retrouve chez soi. Mais en même temps, les gens étant chez eux, les petits bobos, les pannes, parce que nous on est comme les docteurs du bâtiment, une fuite, un robinet, un chauffe-eau qui ne marche plus, une chaudière, voilà. Et puis le gouvernement a été quand même assez sympathique avec le bâtiment. C'est qu'on les a vite remis au travail, les gens du bâtiment, parce que on s'est dit l'économie, il faut qu'elle reparte, faut remettre vite les gens au boulot, et on est reparti très très vite. Alors nous, on a la chance d'avoir un organisme qui est l'OPBTP, qui est la protection, la sécurité du bâtiment, avec des règles qui ont été mises en place. Donc les gros donneurs d'ordre, on a fait des réunions, PAC, Scalis, des architectes, sur comment reprendre le travail, tout en ayant cette crainte que le Covid est là. Il est toujours là. Et il tue, parce qu'il tuait quand même beaucoup de gens tous les jours. Et voilà, les médias nous disaient, voilà, c'est tant de morts par jour. Donc moi, je me suis dit tout de suite, et ça, c'est le côté un peu société familiale, on a créé un groupe sur Messenger. Tous les jours, on se parlait. Tous les jours. Okay. Toutes les équipes, tout le monde. Le petit coucou. Je disais, voilà, j'appelais les gars, toi, tu reprends demain, tu vas sur tel chantier libre, facile d'accès, maison vide ou maison d'architecte où tu peux repartir, tu viens, il y a un protocole à signer, on te met à disposition masque, gants, gel, ainsi de suite. Donc, dans le protocole qui avait été mis en place avec les organisations. Et puis nous, moi, je prévenais le client, il avait quand même 5-6 feuilles à remplir sur avez-vous été contaminé, avez-vous rencontré... Enfin, c'était lourd déjà. Mais ça rassurait aussi nos équipes. Et puis, de chantier en chantier, qui savaient qui allait travailler, faisait quoi, parce que on était, on échangeait des photos, on échangeait de la bonne humeur. Et puis, même si c'était une période qui était assez compliquée, on était beaucoup dans l'affect. Ouais. Et puis, on échangeait beaucoup, voilà. Vous voyez, là, l'équipe a été changée une chaudière, comment ça s'est mis, le protocole en place. Ouais, c'est top. Ça rassurait tout le monde, quoi. D'accord. Et donc, pour revenir au fait de déconnecter un peu de cette vie intense. Alors, la vraie passion que j'ai, c'est la cuisine. Ouais. J'adore cuisiner. Donc, ce que dit souvent ma femme, si tu n'avais pas été chef d'entreprise dans le bâtiment, tu aurais ouvert un restaurant. Salé, sucré? Plutôt salé. Sucré, je suis pas... même si j'ai un très très bon copain qui est Franck Grabowski, qui est un très très bon pâtissier, un très très bon ami. T'as une spécialité? Alors dans quoi? Dans le salé? Ouais. Les bœufs bourguignons, les choses qui sont assez familiaux, assez choucroute. Ouais, traditionnel plutôt. Alors on va arriver vers les périodes de foie gras. Alors moi, en fin d'année, on a coutume où je fais toutes les terrines à mes salariés, je leur fais les foie gras. Ah ouais. Je leur prépare vraiment quelque chose. Ils ont une demi-journée où c'est dégustation, on mange ensemble. Et puis j'innove tous les ans. Donc voilà, chez le dernier, c'était des terrines avec foie gras intérieur. Voilà, je leur fais découvrir mes passions, quoi. Et ils me disent souvent, c'est bon, chef. On en veut encore. Je suis passionné et ça me déconnecte. C'est une passion qui est récente? Non, depuis toujours. Alors j'ai toujours vu ma maman cuisiner. Et puis on a quand même des bons territoires en France où on cuisine beaucoup. Alors on est passionné avec ma femme du voyage. On a fait énormément de voyages. Et puis j'ai toujours cette recherche du goût, tiens, c'est bon, c'est fait à base de quoi. Alors on essaie de savoir avec le cuistot, avec certains pays, qu'est-ce que vous mettez dans vos plats. Et puis on essaie de les refaire, même si je suis qu'un amateur. Je suis vraiment passionné par la bouffe, parce qu'on est des Français, on aime bien manger. Il y a un restaurant que tu me recommandes?
Châteauroux, ouais, jeu de goût, ouais. Ouais. Christophe, c'est très très bon. Voilà, Fabrice. Il y a des très très bons sur Châteauroux. On voit la cheminée sur l'avenue de la Chatte qui arrive, qui présente des choses, qui innove beaucoup, je trouve. Ça fait plaisir de voir toutes ces choses-là. Moi, je m'imagine un peu, parce qu'ils sont comme nous, ils innovent, ils fabriquent, ils construisent, quoi. Voilà. Et il y a la satisfaction de notre client après quand on lui a remis notre prestation et quand on voit un plat sortir de jeu de goût et on voit le sourire des gens. Oui, un savoir-faire. Ouais, c'est ça. Ouais, au-delà de ça, c'est délicieux, quoi. D'accord. J'ai une petite série de questions à la fin du podcast. Donc tu réponds rapidement ou plus long, comme tu veux. Si tu pouvais refaire quelque chose, toi, qu'est-ce que tu referais ? Bizarrement, je voulais être veto. Rien à voir avec mon métier. Hein. Ouais. Le côté vétérinaire me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait le côté technique derrière qui penchait. Alors, mon frère est parti dans la filière électricité, tout ça, et je me suis dit, mais c'est bien ce qu'il fait aussi. Et pourquoi pas suivre cette filière-là ? Naturellement, j'ai suivi celle-là, quoi. Mais vétérinaire, j'adore les animaux. Hein. Tous les animaux en général, et les soigner, voilà. Quand j'entends ma dernière, Manon, qui me dit, je voudrais être ostéo, ou être animalier, ou m'occuper des animaux, voilà. Elle qui est fan de cheval, et puis sauver des gens, enfin sauver des animaux. Mais les 2 enfants, Clément et Chloé, les 2 grands sont pompiers, une est en école d'infirmière, et ce côté un peu proche des gens, sauver des vies. Voilà. Alors, est-ce que ça vient de moi en général parce que j'aimais le côté protection, le côté un peu humaniste. Ouais, c'est ça, humaniste. Si j'avais quelque chose à refaire et puis je pouvais cliquer sur un bouton et pouf, changer de vie, je pense que ce côté un peu, pourquoi pas monde médical ou monde animalier, m'aurait beaucoup plu, quoi. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir professionnel ? C'est ma première embauche. C'est le cap, je pense, le plus difficile à faire. Humainement ou administrativement ? Les deux. Mais humainement, c'est un cap qui est très, très, très dur. La première personne qui va rentrer dans l'entreprise, c'est tout à remettre en cause. C'est plus des journées de 12 heures, parce que vous avez un compagnon qui est avec vous. Donc, vous faites l'administratif beaucoup avant et beaucoup après, parce que lui, il fait les heures normales, sa journée elle est normale. Lui, il n'a pas besoin de supporter des journées de 12 heures, donc voilà. C'est pour moi le plus beau souvenir. Il est toujours avec toi ? Non. Il est parti, il a continué sa route ailleurs, et c'est un vrai regret, ça aussi. Certes, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le train, il y a ceux qui montent, ceux qui restent, ceux qui partent. Mais tu penses qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui quitte l'entreprise, c'est... Alors, je vais pas dire un échec parce que c'est un grand mot, mais si. Ouais. On se remet beaucoup en cause, on se dit qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce que j'ai fait de bien, pas bien, et parce que c'est assez familial, parce qu'on fait attention à ses compagnons, parce que on se pose la question, on se remet en cause en se disant mais merde, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il s'en va, est-ce que j'ai été bon, pas bon, mais ça restera un très très bon souvenir. C'est quelqu'un que j'apprécie toujours beaucoup. Voilà. Après, il y a celui où, je dirais entre la première et la deuxième, c'est celui où ma femme est rentrée administrativement dans la société, quoi. Et là, c'est très déclencheur d'une progression qui est... c'est complètement différent, quoi. Là, parce qu'il y a quelqu'un d'administratif ou parce que c'est ta femme ? Alors, parce que les deux. Parce que le soir, quand vous rentrez, vous continuez à parler boulot. Parce que c'est votre femme. Parce qu'elle était salariée et d'un seul coup, elle devient salariée du patron. Alors, elle était salariée dans une autre entreprise, mais c'est un vrai accélérateur à l'entreprise, ça. S'il faut parler une demi-heure ou un samedi matin ou faire un appel d'offres ensemble un week-end, on se pose pas de questions, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu fais du sport ? Alors j'ai fait du sport. Malheureusement, mon corps me fait voir que je fais beaucoup moins de sport. Il fait défaut. Il me fait défaut. Le sport, il me fait plutôt mal, hein, quand on approche de la cinquantaine. Mais oui, je fais un petit peu de course à pied, voilà, de temps en temps. J'essaie d'avoir une activité. Alors on marche beaucoup, hein, entre un client et un autre. Me dire que je fais du sport tous les jours, toutes les semaines, non, ça serait mentir. Bon, je nage, hein, je fais un peu de natation. Un peu de course à pied, puis j'ai la chance d'avoir un tapis à la maison, donc quand il fait pas beau, je monte un peu sur le tapis, je cours. Et je cours après la vie, comme on dit. Mais le cardiologue m'a dit, cet été,
faites un peu plus de sport, ça va vous libérer l'esprit et vous faire penser à autre chose, quoi. T'arrives à penser à autre chose, toi? Non, je suis, je suis un chef d'entreprise. Hein, Quand tu nages, tu penses au boulot? Moins. Moins. Un peu moins, ouais. Alors quand on court, même, on est encore concentré un peu dans le travail. Je me suis tout le temps dit, et c'est bizarre parce que quand on fait du sport, c'est même si je trouve que c'est un vrai échappatoire, le sport. Moi, j'ai fait beaucoup de boxe française, beaucoup de sport pied-point, contact, boxe thaïlandaise. Hein, voilà, ça a été pendant plus de 17 ans un sport que j'ai adoré et j'adore toujours. Hein. Qui m'a aidé dans tout, hein, dans la vie de tous les jours. Quand on s'échappe dans le sport, je pense que c'est un vrai bonheur. Mais quand on devient à l'inverse chef d'entreprise et qu'on fait du sport, on se dit putain, mais pendant ce temps-là, je perds du temps. Ah oui. Pourquoi je suis pas en train de finir un devis à un client? Tu culpabilises? Ouais, c'est ça, ouais. Un week-end où alors ça se fait naturellement. Hein, je pense que c'est tout chef d'entreprise qui démarre. Et puis après, on réinstalle le sport tranquillement ou des activités, voilà, les sorties, équitation avec ma dernière le week-end. Donc là, on ne bosse plus. Le basket ou le judo avec le grand, on ne bosse plus. Et on se rend compte que, en fin de compte, la vie tourne toujours. Et puis on va voir, voilà, on va voir d'autres personnes. Ça fait partie de la vie, ça. Et oui, puis c'est important de se déconnecter aussi. C'est très important. C'est très important. Ce que m'a dit le médecin, il m'a dit le travail c'est bien, mais vous savez le jour que vous aurez des soucis de santé, parce qu'on en voit, hein, malheureusement c'est comme ça. Hein. Faut pas attendre d'être vraiment vraiment malade ou de se faire choper. Il y a quelques années, hein, j'avais eu, pour en revenir à ça, j'étais allé consulter un cardiologue à Châteauroux et je lui dis. Il me dit que ça va, je dis oui, j'ai de l'accélération, je sais pas ce qui se passe, je voudrais faire un examen. Il me dit mais vous êtes quoi? Je dis je suis chef d'entreprise. Ah, il me dit vous mourrez soit d'un AVC ou d'une crise cardiaque, monsieur. Ah, je suis reparti. Il m'aurait mis une baffe, ça aurait été pareil. Voilà. Il me dit vous êtes un chef d'entreprise, monsieur. Vous êtes stressé tout le temps, anxieux, vous vivez, voilà, c'est votre vie d'aujourd'hui. Alors ça m'a remis beaucoup en question sur son discours, quoi. Je pense que c'était assez déclencheur de prendre un peu de recul, de se dire bah tiens le week-end, allez je décroche le dimanche, je travaille plus, allez faut aller marcher, il faut aller sortir et puis faire des vraies pauses, des vacances, quoi. Quand je prends 2 semaines, la première semaine elle est assez consacrée à l'entreprise dans ma tête, même si j'ai quelquefois mes collaborateurs en ligne, ceux qui travaillent, quoi. Il faut une semaine pour que le cerveau se déconnecte. Quelle relation t'as avec ton téléphone? Parce que j'imagine que ça doit sonner tout le temps. Oui, très très souvent, je dirais. Et puis souvent, les clients nous disent j'arrive pas à vous avoir. Ben oui, mais je peux pas être en rendez-vous, je peux pas être en réunion, je peux pas être au bureau ou en train de faire un devis et puis répondre au téléphone. Déjà par respect déjà avec celui avec qui je suis. Mais ouais, mon téléphone il sonne. Même le soir? Ah, non-stop. Non-stop, ouais. Non-stop, ouais. Tu le mets en silencieux? Ouais, alors un peu moins ces derniers temps, depuis 1 an, parce que voilà, notre grande elle est à Niort en école d'infirmière et on se dit souvent voilà, elle est toute seule, 18 ans, son appart, tout ça, voilà, la boîte dans une faculté de médecine, on se dit souvent qu'est-ce qui peut arriver, voilà, vient se greffer encore un peu d'inquiétude sur nos enfants qui quittent le nid, quoi. Mais voilà, faut pas stresser au quotidien, mais ça fait partie des choses qui ont tendance un peu à nous grignoter, nous, parce que on est parents, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, on a le droit de s'inquiéter. Heureusement qu'on s'inquiète pour nos enfants. Et puis il y a l'astreinte. Hein. Voilà, on a des contrats d'astreinte et quand on nous appelle, si c'est 2 heures, on va à 2 heures de la nuit. Et puis si c'est moi je me dis souvent, ça m'est arrivé, c'est le boulanger qui à 3 heures du matin. Est en panne et le four marche pas, ouais. Et si on n'est pas là, eh bien c'est sa clientèle derrière. On a fait le choix d'être des chefs d'entreprise au service des autres. Si on n'est pas là pour eux, faut changer, hein, faut changer de métier, faut arrêter, quoi. C'est celui qui a son portail le matin qui peut pas ouvrir, c'est la panne électrique parce que une petite personne âgée qui arrive pas à ouvrir ses volets parce qu'elle est toute paniquée. Mais je disais tout à l'heure, on est les petits docteurs du bâtiment, quoi. Les petits bobos, des fois, on vient les soigner, quoi. Et les gens, ils nous appellent n'importe quand, n'importe quelle heure, même le week-end. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué? Non. Alors, un film?
je suis très fan de Louis de Funès, de Bourvil, voilà, Grande Vadrouille, toutes ces choses-là, je suis très fan. Hein. Voilà, c'est des choses qui ont marqué notre enfance. Et puis quand on les revoit, on s'oblige à les regarder une nouvelle fois parce que alors là, c'est des connexions totales, quoi. C'est limite, le téléphone il peut sonner, c'est pas grave. On a envie de rire, on a envie de passer à un degré où c'est la déconnade totale, quoi. Il y a un film que t'aimes beaucoup de cette période? La 7e compagnie, ouais. Ces choses-là, j'ai revu encore il n'y a pas si longtemps des courts extraits. C'est des choses qui j'aime bien, quoi. Après, toutes les nouvelles séries qui sortent sur Netflix, sur Amazon Prime et tout ça. T'as une série à nous conseiller? La dernière, Squid Game, là, qui est alors c'est la dernière. Je suis dedans. Ouais. T'es dedans, ouais. Donc c'est la dernière qui nous dit. C'est bizarre parce qu'elle vient de rentrer au collège et ça fait fureur au collège. Faut regarder ça, Alors que c'est hyper violent. C'est hyper violent, ouais. On a regardé ça avec ma femme et ça fait un petit peu aussi partie bizarrement depuis quelques années de ce moment de stop où je me dis ces petites séries courtes, 45 minutes, 1 heure, ça me va très bien. Les grandes séries, le Grand Bleu qui dure 3 heures, c'est peu pour moi, même si j'aime bien. J'ai aimé le Titanic, ces choses-là, quand dans mon enfance on voyait ces films-là qui duraient 2 heures. Aujourd'hui, je pourrais plus, quoi. Passer 3 heures dans une salle de cinéma, non. Sylvain, j'ai une dernière question rituelle. Quel est l'endroit dans le Berry que tu préfères, où tu te sens bien? S'il fallait que j'en choisisse, déjà Châteauroux, j'adore. L'évolution de Châteauroux aujourd'hui, je suis fan de ce qui se passe, de comment que ça vit. Je parlais avec un chef d'entreprise il n'y a pas longtemps du Cher, et il me dit j'ai redécouvert Châteauroux. Qu'est-ce qui a le plus changé, à ton avis? Les commerçants déjà, la mentalité, les ouvertures. Alors fut un temps, c'était difficile de manger le soir. Vous arriviez un vendredi soir, voilà, là ça vit beaucoup plus, je trouve. Une belle évolution de Châteauroux, je trouve. Et architecturellement, et puis la population. Je trouve que on a souvent dit Châteauroux, les jeunes s'en vont, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes. Voilà, j'ai l'impression, du moins, je le vois, je me rends compte. Et puis sur le territoire complet du Berry, j'ai 2 endroits que je suis fan, c'est la Brenne, avec ses étangs, la nature, les animaux. Alors là, c'est totale décontraction. Alors quand je m'en vais là-bas faire un devis ou rencontrer des clients, il y a quelques années, j'étais voir un Anglais qui est devenu un très bon client aujourd'hui. Et en pleine Brenne, Saint-Michel-en-Brenne, c'est juste des étangs. Alors vous pouvez rouler 1 heure et vous voyez la nature des étangs, c'est magnifique, quoi. Et le nord du département, j'aime bien aussi Valençay, Breuilly, ces zones un peu terroir, vin, je suis très fan. Voilà. Merci Sylvain. Merci. J'étais sûr que ça allait être intéressant. Merci à Arnaud Boutin aussi, qui nous a mis en relation. Oui, un super mec. Merci Sylvain. Merci. Salut. Bonne journée. Hello, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Sylvain parler de son entreprise. Quelques nouvelles du podcast, nous avons ensemble dépassé les 2500 téléchargements. Il est toujours gratuit, c'est pour cette raison que je vous demande de noter 5 étoiles sur votre plateforme. Ça ne prend que quelques secondes et c'est très précieux pour moi pour faire connaître Goodberry. Vous pouvez aussi partager les posts Facebook, Instagram ou LinkedIn ou simplement parler du podcast autour de vous. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, inspirez-vous.